Bonsoir, voici les titres de ce journal incontournable. Le recasement des ambulants qui suscite toujours passion et polémique. Qui de la mairie de Dakar où les ambulants jouent sur deux tableaux? C'est un jeu de ping-pong entre les deux parties. Les autorités municipales brandissent un accord avec les associations de marchands concernés. En face, le comité d'urgence des nomades urbains dénonce un coup de force. Conseil des ministres décentralisé de Tambacounda, le gouvernement annonce plus de 300 milliards de francs CFA pour le désenclavement et le développement économique de la région. Journée mondiale contre le paludisme, la cérémonie officielle s'est tenue à Tambacounda. Le programme national de lutte contre la maladie a mis en place de nouvelles stratégies pour significativement faire baisser le taux de prévalence avant 2015. Et puis le dernier chapitre de cette édition, les sports avec Mame Fatou Ndoye. Elle nous parle ce soir des clubs allemands qui ont piétiné le mythe espagnol en Champions League. Les secousses persistent dans le monde de la ferraille. Les ferrailleurs, brocanteurs et recycleurs ont battu le pavé ce matin, cet après-midi plutôt à Dakar. Ils demandent la libéralisation de ce secteur. C'est un reportage de Hawa Signaté. C'est le cri du cœur des ferrailleurs, brocanteurs et recycleurs du Sénégal. Ils sont remontés contre l'État. Arrêter l'exportation de la ferraille, c'est créer des chômeurs, disent-ils. Le motif de nous sommes contre l'interdiction de l'exportation de la ferraille au Sénégal. Vous n'êtes pas censé ignorer que 80% des emplois de la ferraille sont assurés par l'exportation. Et vous avez très bien vu, si jamais le gouvernement prend la décision de suspendre l'exportation, des milliers et des milliers de jeunes vont se retrouver dans la rue sans emploi. Et nous avions créé ce syndicat au début, uniquement pour lutter contre cette décision du gouvernement. Donc c'est l'objectif du gouvernement. Ça ne cerne pas les contours de la ferraille, ça c'est sûr et c'est certain. Comme beaucoup d'autorités sénégalaises, ils ne cernent pas. Il n'y a que les ferrailleurs aujourd'hui qui sont capables de vous expliquer la réalité qui existe dans ce milieu. Ils invitent le président de la République à libérer le secteur de la ferraille. Nous sommes contre le monopole. Parce que si vous voyez bien, aujourd'hui, l'usine qui est implantée à Sébikotane n'est pas capable d'absorber toute la ferraille. Et il ne prend pas tous les genres de ferraille. Et aujourd'hui, il a une capacité financière manifeste qui fait qu'aujourd'hui, il nous a dit qu'il va payer 21 jours après avoir récupéré le matériel. Ce qui ne nous arrange pas. Troisièmement, il y a un déficit énergétique. Aujourd'hui, il n'est pas en mesure d'avoir la capacité énergétique qui lui permet de consommer toute cette réserve. Mais vous avez très bien vu au Sénégal, il y a 5 industries arachidières. Et pourtant, le gouvernement a permis cette année qu'il y ait l'exportation. Donc on ne peut pas comprendre pourquoi le gouvernement permet l'exportation dans la filière arachidière et il l'interdit dans la ferraille alors qu'on a une toute petite usine qui n'est même pas capable d'acheter le tiers de la ferraille produite dans ce pays. Les ferrailleurs de toutes les régions ont pris part à cette marche qui a débuté à la place de l'Obélisque pour se terminer devant les grilles de la RTS. Les marchands ambulants ont jusqu'à mardi prochain pour déguerpir des rues du centre-ville de Dakar, vers les sites de recasement. Leur comité d'urgence désapprouve la mesure de la mairie de Dakar qui déclare pourtant avoir trouvé un accord avec les associations des marchands concernés. Le comité a rencontré la presse cet après-midi, c'était devant Kolo Cissé et Daouda Sow. Ces marchands établis réitèrent leurs revendications. Ils continuent de réclamer les sites de recasement de la rue Félix Eboué et de Petersen. Ils refusent de rejoindre d'ici le 30 avril les sites prévus par la mairie de Dakar. L'ensemble des marchands ambulants refusent le recasement provisoire et veulent le site de Petersen et de Félix Eboué. Nous n'allons pas respecter cette date avancée par Khalifa Sall du 30 avril pour dire que nous allons quitter le site. Nous n'allons pas le respecter. Pour les autorités municipales, il n'y a pas de menace de déguerpissement. Le recasement a été décidé par la mairie de commun accord avec les marchands ambulants. Il n'y a pas eu de menace, il n'y a pas eu de déguerpissement. Il y a eu entente. Nous nous sommes réunis avec eux. Le maire a été clair. On ne va pas les faire bouger sans qu'on leur trouve où les mettre. Aux réunions tenues par le préfet, présidées par le préfet, nous étions tous d'accord sur les sites de recasement. Ces sites leur ont été présentés. Il y a le premier site, c'est le site qui se trouve en Jean Jaurès, Pétavin. Le deuxième, c'est sur Pétavin. Le troisième, c'est sur William Ponty.
Les marchands établiers ne comptent pas baisser les bras. Ils sont déterminés à poursuivre la lutte. Pour cela, un plan d'action est mis sur pied. Demain, une journée ville rouge, nous allons arborer des brassards rouges sur les poteaux. Tous les marchands ambulants vont porter du rouge et on va mettre sur les arbres et sur les tables du rouge. Samedi, le lendemain, nous allons vraiment faire une journée morte en croisant les bras. Les marchands ambulants multiplient leurs sorties pour trouver des solutions à leurs problèmes. Mais les autorités de la mairie les invitent au respect des accords pour libérer les artères de la ville. Et puis la violence de l'incendie qui a ravagé le marché de Grand-Yoff, encore bien fraîche dans les esprits. Du coup, la crainte d'un drame du genre se signale dans d'autres marchés également. Qui plus est, tous les éléments y sont réunis pour une bien belle catastrophe en cas d'incendie. À Grand-Yoff et à Dior, même tableau, des fils électriques, on dirait des toiles d'araignée. Youssou Baro, Maimouna Ndiaye. Nous sommes bien au marché Grand-Yoff. Ici, les commerçants se soucient guère des installations électriques. C'est un danger, certes, surtout avec l'approche de l'hivernage. Mais quoi faire? L'idéal, c'est de trouver mieux, mais on n'a pas le choix. On se contente de ces tabliers. Ces tabliers, installés dans les coins et recoins de ce marché, ne veulent en aucun cas changer de lieu de travail. Très souvent, on oublie les risques de ces installations électriques et bonjour les dégâts. Nous savons bien qu'il y a des risques d'incendie, mais que faire? On n'a pas où aller. Pour les dispositions sécuritaires, pas besoin de chercher loin. La responsabilité incombe à la municipalité. Aujourd'hui, la solution, c'est de rester dans ces tabliers. Et souvent, la stratégie de la mairie n'est pas bonne. Parfois, on nous déguerpit, ne sachant où nous mettre. Voilà quoi. Des incendies dans les marchés sont devenus fréquents. Si ce n'est pas l'étroitesse des rues, c'est l'absence d'extincteurs qui aggrave souvent les sinistres. Nous parlons à présent de la journée mondiale contre le paludisme. La cérémonie officielle a eu lieu à Tambacounda, l'est du pays, l'une des zones les plus touchées par cette maladie. Nous avons en ligne Chérif Dia. Bonsoir Chérif. Bonsoir Khalifa Dia. Alors Chérif, que retenir de cette cérémonie à Tambacounda? Il faut juste dire que les populations du Sénégal oriental se sont fortement mobilisées pour mener la campagne de lutte contre le paludisme dans les festivités justement de la journée internationale dédiée à cette pandémie s'est déroulée ici à Tambacounda. Elle a été marquée d'abord par deux étapes. La première, c'est ce matin à Pada, un village situé à 23 km de la capitale justement du Sénégal oriental. Dans cette bourgade de plus d'1 millier de personnes, aucun cas de personnes atteintes par le paludisme n'a été enregistré en 2008. De bons chiffres qui se confirment jusqu'à maintenant. Et le secret justement de ce village, c'est que les populations utilisent des moustiquaires imprégnés. En plus, ils maintiennent le village très propre en procédant souvent à des investissements humains. De bons résultats salués par les autorités présentes dans ce village. Mais la cérémonie officielle de cette journée de lutte contre le sida s'est véritablement déroulée cet après-midi à l'école Bouvi. C'est une école située dans la ville de Tambacounda, après justement le Conseil des ministres. Elle a été présidée, cette cérémonie, par le ministre de la Santé, Eva Marie Coll Seck, mais aussi accompagnée de ses collègues du tourisme, Youssou Ndour, et de l'agriculture, Abdoulaye Baldé. Ces autorités ont invité les populations à lutter contre cette maladie qui constitue une menace pour le développement d'un pays comme le Sénégal. Donc, le coordonnateur du PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme, a quant à lui estimé que le Sénégal est sur la bonne voie pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement en matière de lutte contre le paludisme. Pour retenir, Khalifa, avant de terminer, que le thème de cette année est le suivant, investir pour l'avenir et vaincre le paludisme. Les élèves de cette école ont prononcé ce qu'ils appellent ici
la leçon d'avenir, c'est-à-dire inviter les populations à davantage utiliser les moustiquaires imprégnés dans cette région, comme vous l'avez dit, fortement touchée par cette pandémie. Chérif Dia en ligne de Tambacounda, merci. Nous restons avec le PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme, qui a mis en place une nouvelle stratégie justement pour significativement faire baisser le taux de prévalence, ce avant 2015. Objectif, vous l'avez dit également Chérif Dia, atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Fatou Kinedem. Le paludisme n'est plus la première cause des consultations dans les structures sanitaires ces 10 dernières années. Mais n'empêche, les résultats sont encore fragiles, la morbidité élevée dans certaines régions, notamment Kolda et Kédougou. Ces zones que sont Kolda et Kédougou sont frontalières à des régions où on a une forte prévalence du paludisme, et avec le mouvement des populations, cela entraîne une forte prévalence dans ces zones. Et l'un dans l'autre, cela peut expliquer que nous ayons encore une prévalence assez élevée. Pour faire baisser cette forte prévalence, le Programme national de lutte contre le paludisme met en place de nouvelles stratégies de prise en charge et de prévention. Nous pensons introduire la chimioprévention du paludisme saisonnier dans ces zones parce que c'est une intervention qui permet de réduire de 75% la morbidité liée au paludisme et de 75% la mortalité liée au paludisme. C'est une intervention qui a été fortement recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. Autre stratégie, la prise en charge des cas à domicile, PECADOM. Beaucoup de villages sont encore très éloignés des structures de prise en charge, et donc nous avons mis en œuvre cette stratégie qui consiste à capaciter une personne choisie dans la communauté, de lui donner tous les outils pour pouvoir prendre en charge précocement tout cas de paludisme qui serait diagnostiqué dans la communauté. Ce projet est dans sa phase pilote dans 5 districts. Il sera élargi dans la prise en charge de la diarrhée et des infections respiratoires chez les enfants. Par ailleurs, le PNLP tiendra sa revue annuelle du plan stratégique national, ce en vue d'identifier les forces et les faiblesses du programme. Et puis à Louga, des progrès significatifs ont été notés dans le cadre de cette lutte contre le paludisme. Le palu qui fait machine arrière à Louga avec une prévalence égale à 2 cas sur 1000, un chiffre bien loin de celui de 2006. Le taux de l'époque était de 30%. Les tests de diagnostic rapide et la distribution de moustiquaires imprégnés ont bien compté dans ce progrès noté à Louga. Écoutez. Réduire la transmission du paludisme ne suffit pas, parce que si on dort sur nos lauriers, ça peut revenir à tout moment. Donc il faut continuer l'action dans la durée pour viser l'élimination du paludisme, de la transmission du paludisme. Et ça, nous sommes en train de l'expérimenter dans le district sanitaire de Linguère, où avec le MACEPA, nous avons planifié pour l'élimination du paludisme comme district pilote dans la région. Et pour cela, nous avons procédé à la distribution universelle des moustiquaires imprégnés l'année dernière. Et cette année, nous continuons la distribution de routine. Et nous utilisons pour cela le canal sanitaire, le canal scolaire et le canal communautaire à travers les OCB. Parce qu'il ne suffit pas aussi de distribuer des moustiquaires, il faut aussi l'utiliser, comme nous le disons. Toute la famille doit dormir sous moustiquaire imprégné toute l'année et toutes les nuits pour avoir une efficacité certaine. Le gouvernement annonce une enveloppe de 300 milliards de francs CFA pour désenclaver la région de Tambacounda, mais également lui donner un coup de pouce pour son développement économique. Le 8e Conseil des ministres décentralisé s'est tenu dans l'est du pays, où nous retrouvons Papis Diao pour l'essentiel des décisions. Bonsoir Papis. Bonsoir Khalifa. Oui. Que retenir de cette rencontre? Alors il faut simplement que Macky Sall est resté fidèle à sa politique de territorialisation qui consiste justement, comme vous l'avez dit, à décentraliser, à décongestionner et certainement à instituer
les principes qui fondent certainement le développement d'une région comme Tambacounda. Je vais un peu revenir sur le jeu des chiffres que nous avons vécu entre le Conseil interministériel et le Conseil des ministres en tant que tel. Hier, il était question d'une somme de 151 milliards et en 24 heures, les choses ont évolué. C'est comme pour dire que c'était le premier jet et ce sera certainement le premier jet pour aller s'attaquer aux questions cruciales ici dans cette région de Tambacounda. Mais la finalité tournera autour de 300 milliards compte tenu justement des besoins qui se présentent à cette région. Il y a également à rappeler, selon le président qui a tenu, c'est vrai, sa déclaration juste après ce conseil des ministres qui a été un peu long, qui a duré puisqu'il s'est terminé au-delà de 16 heures. Il dira, le président, que c'est une demande des populations, c'est en conformité donc avec les besoins qui s'imposent sous le sceau de son magistère également. J'allais dire que l'accent sera mis ensuite sur la production sylvo-pastorale, entre autres cibles du gouvernement, l'élevage, l'agriculture, la pêche, l'artisanat, le tourisme avec ce qu'ils ont appelé l'écotourisme qui sera développé, mais aussi l'environnement. Voilà ce qui explique justement la visite qui est prévue par le gouvernement et son président au parc de Nyokolokoba pour booster un peu le site, pour encore davantage le protéger et tirer tous les profits qui pourraient donc en découler. Comprenez par là les visites par les touristes qui viennent voir ce qui se passe dans ce parc qui est justement un patrimoine non seulement pour le Sénégal mais pour le monde entier. Alors dans ces prévisions et justement ces perspectives, le président a assuré que dans un délai extrêmement court, c'est-à-dire entre 1 et 2 ans, les Sénégalais, particulièrement les populations de Tambacounda, verront véritablement les changements qui vont s'opérer, tout simplement parce que tous les secteurs clés seront tenus en compte et que finalement le développement, comme il l'appelle le désenclavement et justement la politique de décentralisation qui est une priorité pour son gouvernement, tout ça deviendra justement une réalité au bénéfice des populations de Tambacounda Khalifa. Papis Diaw, merci. Retour à Dakar pour parler justice. En plus bref, Thierno Ousmane Sy devant la chambre d'accusation jeudi prochain. Le fils de l'ancien garde des Sceaux, Souad, était attendu aujourd'hui suite à sa demande de liberté provisoire. Il avait été perdu, je le rappelle, par cette affaire de commission de Sudatel. Et puis Maître Ousmane Gom, l'ancien ministre de l'Intérieur et cadre libéral, lui, était face à l'inspection générale d'État. Nous y revenons également dans nos prochaines éditions. Le système LMD, tiens donc, ce système tant décrié par certains étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar fait pourtant école dans la sous-région. Les universitaires maliens sont à Dakar pour s'inspirer de ce modèle sénégalais. Ils entendent justement l'expérimenter dans toutes les universités maliennes. Ils sont près de 26 chercheurs maliens à séjourner à Dakar. Le but s'inspirer de l'exemple sénégalais dans la mise en œuvre du système LMD et des écoles doctorales. On n'a pas encore généralisé la mise en place du LMD au Mali. Il y a une avance par rapport au Mali, à l'UCAD, en matière d'école doctorale. Parce qu'à l'UCAD, comme à Saint-Louis, à Thiès également, il y a des écoles doctorales. Au Mali, on n'est pas encore à ce stade, même si des formations doctorales se font sur place. Elles se font pas dans un cadre organisé comme à l'UCAD. Donc nous sommes venus, c'est pour nous inspirer de l'expérience des écoles doctorales sénégalaises. Cette visite à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar sera une occasion pour ces chercheurs de trouver les failles du système sénégalais et améliorer les conditions d'une bonne application du LMD au Mali. Pour la plupart du temps, ces facteurs externes sont l'insuffisance des infrastructures, l'insuffisance des ressources humaines, l'insuffisance aussi des ressources financières, aussi mais les questions de bourse que l'université ne maîtrise pas. Donc ce sont ces facteurs internes qui font que la mise en œuvre du système LMD qui est très bien structuré pose problème. Ces chercheurs maliens sortent satisfaits de leur visite à Dakar. Dans leurs notes, plusieurs projets pour les universités maliennes, parmi lesquels la création d'une Académie nationale des sciences, à l'exemple du Sénégal.
Les enseignants de Louga ont suspendu leur série de grèves, décision suite à une rencontre avec l'inspection d'académie de la région de Louga. Ils exigent cependant le règlement des indemnités de 2012 avant le 6 mai prochain. Cette date marque le début des examens des inspecteurs de l'éducation. Les gens parlent de grève, mais en réalité, il ne s'agit pas de grève. C'est un aspect de notre travail qu'on avait boycotté, c'était les examens professionnels. Il y avait d'autres points, l'amélioration de nos conditions de travail par une amélioration aussi du parc automobile, mais aussi des locaux décents qui peuvent nous permettre de faire la conception qui est attendue de nous, parce qu'au niveau du système éducatif, nous sommes des agents de conception. L'inspecteur d'académie est dans les dispositions pour payer les arriérés de déplacement aux examens professionnels pour 2009, 2010 et 2011. Il y a une commission qui a été mandatée pour vérifier, voir est-ce que les sommes qui sont engagées sont conformes aux sommes qui sont dues. Si c'est le cas, à compter du 6, nous allons surseoir notre mouvement de lutte et commencer à voir les examens professionnels, et c'est jusqu'au 20, date à partir de laquelle, si les indemnités de 2012 ne sont pas payées, nous allons recommencer le boycott. Après cet ultimatum des enseignants de la région de Louga, cap sur Ziguinchor pour parler du 5e colloque national sur la recherche en informatique appliquée. Colloque qui s'est ouvert hier. L'université Assane Seck abrite la rencontre qui prend fin samedi prochain. Voici sur l'intérêt de cette rencontre le président du colloque. Alors, le CNRIA, en fait, donc c'est le colloque national la recherche en informatique et ses applications. Donc là, c'est la 5e édition qu'on organise à Ziguinchor. Et c'est pour regrouper tous les enseignants, chercheurs et les doctorants en informatique du Sénégal avec leurs partenaires sous-régionaux et internationaux. Donc pour partager leurs travaux de recherche en particulier, mais aussi pour essayer de réfléchir sur l'orientation de la recherche en informatique au Sénégal, les TIC et aussi les programmes de formation. Alors la finalité, donc, c'est déjà permettre à tous les chercheurs de présenter les résultats de leurs travaux de recherche en informatique et ensuite de réfléchir ensemble sur comment aider nos pouvoirs publics et les communautés à mettre en œuvre la politique de recherche et de formation en informatique, et aussi de voir comment nouer un partenariat public-privé et de pouvoir aussi développer ensemble des projets de recherche et développement en informatique. La particularité de l'informatique, c'est une discipline jeune. Et comme je disais tout à l'heure, nous sommes à peu près une centaine de chercheurs au niveau national, répartis dans les 5 universités publiques. Donc ça veut dire que le nombre est relativement faible. Et ce qui fait que si on ne s'organise pas, il y a de fortes chances qu'on ne soit pas visible. Et donc c'est la raison pour laquelle ce type de manifestation nous permet donc de nous donner plus de visibilité, mais aussi d'encourager la recherche en informatique et de donner la possibilité aux plus jeunes en fait de venir nous rejoindre. L'approche de l'hivernage dans quelques semaines qui suscite déjà l'angoisse dans la banlieue de Dakar. Malgré l'annonce du plan décennal de lutte contre les inondations, le traumatisme des années précédentes fait difficilement de la place à l'espoir d'un hivernage tranquille. Youssou Baro, Suzanne Seck, Mariemba. Maintenant, bandi fi la ñuy séddoo seen xaalis, fi la ñuy agressé nit ñi, fi la xale yi di deewee. Ce cri du cœur en dit tout. À quelques mois de l'hivernage, les populations de Mousdalifa et de Thiaroye Kao vivent déjà dans le désarroi. On ne peut plus dormir à l'approche de l'hivernage. On a vraiment peur pour nos enfants qui ne peuvent plus jouer dans cet environnement. Vivre à côté de ces eaux nous empêche d'être tranquilles, même sans l'hivernage. Dans ces conditions, il n'est pas facile d'éviter le paludisme et la diarrhée. La liste est loin d'être exhaustive. Des agresseurs, il y en a beaucoup par ici. On ne sait pas quoi faire. L'autre jour, 2 personnes ont été tuées dans le quartier. L'un là-bas un peu plus loin et l'autre dans une école. Un enfant s'est aussi noyé dans l'autre maison. On attend vraiment de l'aide.
Au moins qu'on nous construise un barrage autour du bassin. Pourtant, le directeur de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, Alioune Badara Diop, rappelle dans une interview accordée au quotidien L'Observateur que le président de la République, Macky Sall, a défini un plan décennal de lutte contre les inondations. Mais les populations restent pessimistes. Pour dire vrai, nous avons besoin de le voir. Je ne parle même pas du directeur de l'ONAS, mais du Premier ministre qui vient après le président. Il nous avait fait des promesses, mais reste à savoir si le directeur de l'ONAS va le concrétiser. La hantise des inondations est toujours présente chez ces populations. Elle exige de l'État une volonté politique pour dissiper leurs inquiétudes. Pavage des rues de Dakar. Les travaux sont arrêtés à l'heure actuelle sur la corniche à l'approche de l'hivernage justement. Une décision de la direction pour la surveillance et le contrôle des sols. Du côté de la mairie de Dakar, l'explication est plutôt administrative. On ne peut pas parler d'arrêt total du pavage. Cependant, au niveau de la corniche ouest, nous avons reçu effectivement de la DESCOS l'ordre d'arrêter le pavage au niveau de la corniche ouest. Est-ce que la DESCOS vous a dit quoi? La DESCOS parle de défaut de pièces administratives, ce qui me surprend un peu, d'autant plus que avec nos techniciens, nous avons mis en place un comité technique dans lequel siègent tous les services de l'État concernés par le pavage et qui ont tous souscrit justement à cette décision de faire le pavage au niveau de la corniche ouest. Mieux, nous avons échangé un certain nombre de courriers entre la ville, la préfecture, la ville, le ministère du budget, la ville et la primature. Et je peux vous dire justement que toutes les règles en la matière ont été respectées. Nous essayons de prendre langue avec les autorités concernées pour voir comment on pourrait débloquer cette situation et reprendre le pavage au niveau de cette zone. La crise malienne, l'une des préoccupations de la Fondation Frédéric Naumann. La rencontre d'échange autour de la recherche de sortie de crise est élargie à la gouvernance sécuritaire en Afrique de l'Ouest. C'est un compte rendu de Jafar Abba Ibrahim Kamara. Universitaires, juristes, historiens, hommes politiques et acteurs de la société civile ont tous pris part à la plateforme de dialogue politique sur le thème crise au Mali et la gouvernance sécuritaire en Afrique de l'Ouest. On est en train de discuter les différents propos pour des solutions durables à la crise au nord du Mali, à la crise dans tous les pays, qui est en train de contagier tous les autres pays dans la sous-région. Alors c'est trop tôt de parler des solutions, à mon avis. On est dans une situation où il faut agir rapidement avant qu'on a déjà toutes les réponses aux questions qui se posent. La faiblesse de nos micro-États constitue un obstacle majeur pour une solution durable. C'est une chose qui n'est pas du tout assurée, à mon avis. La situation c'est pas déclenché hier. La situation qui sévit au Nord Mali n'a pas été suivie par une médiation dès le début. Avons-nous les moyens de notre indépendance à partir du moment où, pour assurer notre sécurité, nous nous trouvons face à l'exigence de faire appel à l'extérieur? Ensuite, quelles sont les bases sur lesquelles nos nations se sont édifiées? Est-ce que ces bases sont viables? Parler d'alternatives sur la crise au Mali serait très tôt, selon le directeur de la Fondation Frédéric Naumann. La guerre qui sévit au Nord Mali ne serait pas seulement partie d'une idée indépendantiste de l'Azawad, mais de plusieurs facteurs qui n'ont jamais été maîtrisés par les États africains touchés par cette crise. Et puis cette triste note, la Médina qui perd un modèle pour la jeunesse, une perte ressentie même au-delà du quartier de Dakar. Par Sambendi, responsable politique sur ces images et militant des causes sociales, est décédé mardi. Ses proches se sentent mutilés d'un membre inamovible. Ibou Cissé, Cheikh Abdou Khadir Mbakesek. Sa dernière apparition publique remonte au 16 février au stade Demba Diop, un week-end de combat de lutte. La disparition de Pape Sambendir a attristé sa famille et ses proches. Il est décrit comme un homme pétri de qualités humaines. C'était une personne humble, très généreuse, loyale surtout.
et tout son entourage, il essayait de les forger dans cette loyauté. Il était sincère. C'était une personne trop digne. Ce que je peux vous dire, je sais qu'il aimait Serigne Touba dans son cœur. Sa mère, visiblement trop affectée par cette perte, se souvient de leur dernière entrevue. Mardi soir, vers les coups de 0h, il est venu me voir et m'a apporté 50 000 francs. Il m'a dit qu'il vient me rembourser ce qu'il me devait. Et c'est la dernière fois qu'on s'est vu. Zambo, pour les proches, le natif de la Médina, Pape Samanir, est un entrepreneur du bâtiment. Son frère et un de ses amis rappellent quelques anecdotes. Je me rappelle un jour, il y avait une dame qui était talibé de Sokhna May Mbacké. La dame était décédée, mais avant son décès, la dame avait écrit une lettre de recommandation pour lui faire comprendre que le jour où je vais retourner à l'au-delà, je veux que tu m'amènes à Touba. Ce jour-là, j'étais vraiment ému parce qu'il a fait des actes que je ne pouvais pas comprendre. Il ne faisait pas partie de la famille, mais il disait que cette dame-là me l'a toujours dit. Donc ces vœux, je vais les exaucer. Je vais l'amener à Touba. Et c'était la première fois que j'ai vu qu'on a convoqué Pape Samba à la police. Il y a longtemps, quand on se réunissait pour organiser des soirées, lui, comme c'était un entrepreneur, et nous, des élèves, il nous disait que vous êtes en vacances. Au lieu d'aller faire autre chose, venez au chantier, travaillez, et vous allez gagner de l'argent pour la fête. Né en 1958, Pape Samanir est décédé mardi. Il a été inhumé à Touba. La page internationale avant celle des sports, un récit de Amadou Seydiba. 12 066 casques bleus pour stabiliser le Nord Mali et empêcher le retour des groupes islamistes. Le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas prévu de combat ni d'opération de contre-terrorisme, mais l'intervention de l'armée française en cas de force majeure. La résolution implique également un bataillon de réserve, des soldats tchadiens qui connaissent mieux le terrain. Or justement, le gouvernement malien prévoit le 7 juillet l'organisation de l'élection présidentielle. Il annonce loin de faire l'unanimité face à la position de l'Azawad qui veut passer par le dialogue avant les élections. Les indépendants sont donnés vainqueurs des élections municipales de Côte d'Ivoire. Ils remportent 34% des communes du pays, suivi du Rassemblement des Républicains, RDR, du président Alassane Ouattara. Les résultats arrivent encore et tout peut changer en faveur du RDR, suivi du PDCI. La raison évoquée, la majorité des indépendants sont issus des formations politiques au pouvoir. L'avenir de la politique italienne repose sur lui. Enrico Letta, 46 ans, doit former un nouveau gouvernement. Le secrétaire général adjoint du Parti démocratique entend relancer l'économie, l'emploi entre autres. Enrico Letta est l'homme de la situation selon le président Giorgio Napolitano. Le problème viendra peut-être de la cohabitation avec la droite. Berlusconi et compagnie voudraient 4 ministres dans le gouvernement du nouvel homme fort de l'Italie. Bonsoir. Bonsoir Khalifa. Vous signez le dernier chapitre de cette édition. Tout à fait, avec le sport, la réplique des arbitres du Sénégal à la sanction prise par le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football. Ils décident de ranger sifflets et drapeaux jusqu'à nouvel ordre, condition sine qua non pour une reprise, que les fédéraux reviennent sur leurs mesures, celle de suspendre durant 2 ans Badara Mamayassène et Amadou Franky Gueye, respectivement président et vice-président de la commission centrale des arbitres, ce à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue hier à Rufisque. À ce propos, nous écoutons Jean-François Gomis, il est au micro de Seynou Thiam et Oumar Gueye Diagne. Le but de neutraliser ceux qui pourraient les empêcher de magouiller. Les arbitres de tout grade confondus et les inspecteurs d'arbitres de toutes les CRA et sous-CRA, tous les membres de l'ANAF dénoncent jusqu'à la dernière énergie cette forfaiture. Ils réaffirment leur soutien indéfectible à M. Badara Mamayassène et à Amadou François Gueye. Les arbitres estiment que ceux qui n'ont aligné que des échecs depuis leurs élections devraient montrer le profil bas au lieu de bander des muscles et de brandir des sanctions. Les arbitres décident de ranger sifflets et drapeaux et le recommandent à tous
jusqu'à ce que les auteurs et les commanditaires de cette forfaiture se rendent compte de leur bévue et reviennent à de meilleurs sentiments. Les arbitres exhortent toute la famille de l'arbitrage à faire un bloc autour de messieurs Badara Mamaya Sène et Amadou François Gueye, unis et déterminés pour s'opposer à cette dictature rampante de néo-dirigeants inexpérimentés, véreux et démesurément mus par des ambitions crypto-personnelles carrément opposées au progrès du football sénégalais. Enfin, les arbitres recommandent à tous leurs pairs de mener la bataille argumentaire auprès des ligues et des clubs ou associations pour mettre à nu les manœuvres et les actes malveillants de ceux qui sont les auteurs de cette stupide bourde dont le football sénégalais n'a point besoin. Fait à Rufisque. Pour pallier cette situation qui va à coup sûr vers l'impasse et le blocage des championnats de première et deuxième division, la direction nationale des arbitres annonce le démarrage depuis hier de l'enregistrement des arbitres sénégalais, processus qui se poursuivra jusqu'au 6 mai. Les arbitres, tous grades confondus, sont ainsi priés de remplir les formalités requises auprès de leur ligue d'origine ou de du secrétariat permanent de la DNA au siège de la FSF. Football sur le terrain avec la 8e journée en retard de Ligue 1. Le Casa battu pour la 3e fois à domicile. Cette fois-ci, les Casacés ont plié devant le Touré Kunda. Score final 1-0. De son côté, Linguère remonte à la 4e place dans le classement après sa large victoire sur Assur, comptant cette fois-ci pour la 11e journée. Et puis nous parlons des demi-finales allées de l'Europa League. Les matchs se jouent en ce moment. FC Bâle accueille Chelsea et nous sommes à la 67e minute. Les Blues mènent sur le score d'1-0. Fenerbahçe de Moussasso rencontre Benfica 0-0 pour le moment. Et nous parlons bien sûr de la Champions League, Bundesliga 8, Liga 1. Ce matin, la presse allemande ne manquait pas d'inspiration pour qualifier les performances de ces deux clubs. Après le Bayern de Munich, c'est le Borussia Dortmund qui s'est largement imposé devant bien sûr le Real de Madrid. Compte rendu, cher Sadi Boudiara. Lewandowski 4, Real Madrid 1. Borussia Dortmund a atomisé l'équipe espagnole sous l'impulsion de son attaquant polonais Robert Lewandowski. En état de grâce et bien épaulé par la machine jaune et noire de Dortmund, Lewandowski débute son récital dès la 9e minute sur une passe de Mario Götze. Mais Cristiano Ronaldo égalise pour le Real Madrid juste avant la pause. Cependant, l'espoir sera de courte durée. L'avancante de Dortmund revient à la charge à la 50e minute pour son deuxième but de la soirée. 5 minutes plus tard, Lewandowski élimine Pepe par un crochet pour marquer son troisième but. Le goléador ne s'arrête pas là. Il marque sur un penalty tiré en force son 4e but de la soirée. Avec ce quadruplé, Robert Lewandowski et le Borussia Dortmund ont marqué les esprits. Alors que le Real Madrid a sombré, la machine blanche est condamnée à l'exploit dans une semaine pour nourrir son rêve de 10e trophée de Ligue des Champions. Voilà Khalifa, juste pour terminer ce résultat, bien sûr pour parler de l'Europa League, demi-finale allée, on en parlait à l'instant. Fenerbahçe qui vient de marquer donc et qui mène devant Benfica. Nous sommes à la 73e minute et pour rappel, Chelsea mène donc depuis la 43e minute devant l'FC Bâle. Merci beaucoup Mame Fatou Ndoye, merci également à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée sur TFM, au revoir. Thank you.